Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est aujourd'hui en face-à-face avec Jeannette Bougrabe, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative, c'était sous Nicolas Sarkozy, et auteur de ce livre, Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen aux éditions du Cerf. Oui, c'est vrai. Et il y en a des sales guerres oubliées. Franchement, on parlait du Rwanda. Bon, le Rwanda, c'est fini, mais qu'est-ce que ça a été? Quel génocide? Et le Congo, etc. Enfin, vous savez ça, Jeannette Bougrabe, on va en parler. Mais auparavant, je voulais avoir un peu votre réaction. Et Dieu sait que vous êtes concerné. Vous êtes fille de Harki. Vous êtes, c'est un problème que vous connaissez bien, ce problème du communautarisme. Puis vous l'avez suivi, vous en avez parlé aussi. Ce qui s'est passé hier, bon, l'hommage à Samuel Paty. D'abord, vous en avez pensé quoi de cette cérémonie? Je l'ai trouvée très émouvante. J'ai trouvé d'abord le fait qu'elle ait lieu à la Sorbonne, le lieu des savoirs. Pour un enseignant, ça a du sens, voilà. Et donc du coup, je trouvais que symboliquement, c'était le triomphe des Lumières. Voilà, c'était quelque chose que quelque part, c'était les savoirs, les idées incarnées, en tout cas par ce professeur qui allait triompher. Donc je trouvais que le symbole était très beau. Oui. Et donc du coup, et en même temps, je me disais que c'était bien parce qu'on a vu ces derniers temps dans les universités l'impossibilité de débattre. Voilà. Oui, même à la Sorbonne d'ailleurs. À la Sorbonne, et on se souviendra de le blocage qu'il y a eu lors de la représentation d'Eschyle. Je ne sais pas si vous en souvenez, où les indigénistes avaient manifesté et qu'ensuite on avait demandé à ce qu'il y ait cette représentation. En plus, c'est une théâtre qui est en grec ancien, qui était sur la question de l'accueil de réfugiés, donc c'était très surprenant. Je pense aussi au débat qui n'a pas pu se tenir à Bordeaux avec Sofia Kaczynski. C'est ça. Kaczynski. Attention, hein. Pardonnez-moi, on frappe sur Sud Radio. Un attentat. Et donc, du coup, je trouvais que c'était très bien, c'était très émouvant, et on sentait un Emmanuel Macron très ému, en tout cas. Oui. C'est sûr, mais enfin, la question que je me pose, je ne veux pas du tout faire une note dissonante, mais est-ce que chaque fois, ça doit se passer après un meurtre, après une décapitation, après un massacre? C'est pas à moi qu'il faut dire ça, parce que j'ai quand même écrit depuis... mes premiers écrits de 2002 ou 2003, hein, donc pour Ma République se meurt, c'est en 2013, j'ai fait l'objet d'une protection policière. En 2002-2003 Dès 2002-2003, et puis quand j'avais écrit en sortant du gouvernement Ma République se meurt, où je dénonçais l'islamisme, j'ai été protégée pendant plusieurs mois, mais ça n'intéressait personne. J'avais même écrit dans ce livre, quelque part un peu prémonitoire, parce que j'avais été très surprise du traitement qui avait été fait par la presse française de l'assassinat de Theo van Gogh. Vous vous en souvenez? Le cinéaste néerlandais, qui avait notamment fait un court-métrage qui s'appelait Soumission, pour dénoncer la condition des femmes en Afghanistan, et qui a été tué dans les conditions équivalentes à Samuel Paty. Et en réalité, tout le monde avait dit, mais il avait provoqué, alors qu'il avait financé à ses frais, en fait, ce court-métrage qui avait été diffusé. Il y avait eu des menaces, on les a pas pris au sérieux, et il a été assassiné à 8h du matin lorsqu'il se rendait dans ses bureaux. Poigné plusieurs coups de couteau, on a tenté de décapiter, et c'était en 2004 de mémoire. Et parole, le je rappelle, court-métrage Parole de Ayaan Hirsi Ali, qui elle aussi a été menacée de mort, qui a dû partir. Qui a dû partir aux États-Unis, parce que la France, on se souvient quand elle avait reçu le prix Simone de Beauvoir, Ramayad s'était engagée à ce qu'elle soit accueillie par la France, mais on n'a jamais accordé le statut de réfugiée à cette jeune femme courageuse qui a dénoncé la situation des femmes dans ces sociétés patriarcales et dans l'islam. Et je me dis que ce soit aux États-Unis qu'elle soit obligée de se réfugier, j'en avais mal pour l'idée qu'on se fait de l'Europe. Voilà. Absolument. Et alors, vous avez l'impression, Jeannette Bougrabe, que donc ça continue encore et encore? Je pense que si on veut mener une guerre, il faut s'en donner les moyens. Et c'est une guerre.
Bien sûr que c'est une guerre, mais quand on a un pays en paix qui a plus de 290 morts en moins de 5 ans, je ne connais pas de pays en paix qui connaît autant d'attentats. Hein, donc c'est une guerre, mais il faut s'en donner les moyens. Et là, en regardant un peu ce qui était fait, ce qui m'inquiétait un peu, c'était nos compatriotes à l'étranger. Voilà. Et je me dis, c'est facile. Vous parliez, on va diffuser. Et moi, vous savez, vous connaissez mes positions. J'ai l'impression d'être une vieille conne, en fait. Pardonnez-moi de dire les choses, mais j'ai l'impression de radoter. Et moi, j'ai dû quitter mon pays. J'ai dû partir pendant 3 ans, me cacher. Donc, je suis pas très contente. Enfin, je suis en colère. Vous êtes partie à cause de ces menaces, à cause de ça. Oui, parce que c'était pas tenable pour ma fille. Mais donc, du coup, alors aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un dinosaure, en fait. Et j'entendais Pascal Bruckner et je l'entendais très remonté à juste titre, parce que nous, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, on a été poursuivis pour islamophobie. Et ben, en fait, on a fait les titres des journaux parce qu'on était poursuivis par islamophobie. Et personne n'a parlé de nous quand on a été relaxés. Donc c'est pour ça qu'on est un peu... Mais je pense, n'oubliez pas une chose, et peut-être, je ne veux pas effrayer les gens parce que c'est pas mon objet. Non, mais au lendemain parlons lucidement des choses. Au lendemain de la publication des caricatures par le journal danois, il ne faut pas oublier que des diplomates danois ont été tués au Pakistan. Donc je pense que, et ça je suppose que la France le fait, c'est-à-dire renforcer la sécurité autour des enceintes diplomatiques françaises à l'étranger. Bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est une guerre mondiale. C'est pour ça que quand on veut mener la guerre, il faut la prendre dans toutes ses dimensions. Et on peut déclamer des choses à Paris. Il faut savoir que la guerre, elle a lieu sur le terrain. Et il faut dire à nos compatriotes qui sont notamment à l'étranger d'être prudents. Voilà. Oui, d'accord. Et justement, on parlait de guerre, et vous avez fait un livre, vous en avez fait plusieurs, mais votre plus récent livre, c'est un livre très poignant, très fort, sur une guerre où effectivement, c'est toujours pareil. Il y a des sujets comme ça, je parle de la presse française ou des médias français, parce qu'il faut balayer d'abord devant sa porte, mais aussi ailleurs. C'est vrai que cette guerre du Yémen, on en parle très peu, on en parle de temps en temps, il y a des images comme ça, furtives, on voit des femmes, des enfants, des massacres, vraiment des morts, et puis voilà, ça ne suscite pas le même engouement que tel ou tel épisode, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet, mais il faudra vraiment parler un jour de cette hiérarchie des engouements, parce que ce n'est pas seulement... Vous savez, on dit, oui, c'est parce que c'est loin. C'est pas vrai, il y a d'autres choses. En même temps, je comprends même pas pourquoi on dit c'est loin. D'abord, il faut savoir que l'un des frères Kouachi est allé au Yémen, que la fatwa contre Charlie Hebdo, c'était ACPA, c'est Al-Qaïda péninsule arabique, et que nos soi-disant alliés avec lesquels on s'associe, qu'on réconforte même quand ils commettent le pire, c'est de dire qu'on lutte contre le terrorisme. Or, on sait que pour pouvoir chasser les Houthis, les Émiratis, c'est une entente d'AP, a montré qu'ils avaient donné et financé ACPA pour pouvoir chasser les Houthis qui sont là-bas. Donc moi je trouve que d'abord ça prouve bien que sur la question culturelle, on a oublié ce qu'était le Yémen. On a oublié qu'il y a encore quelques années, Aroma Gari se perdait dans Sanaa, avait perdu ses papiers, s'était transformé en nomade yéménite, et on a oublié Malraux qui, au lendemain de son Goncourt, part en Ferman pour retrouver le royaume de la reine de Saba, celle dont et la très belle ville de Sanaa. Elle est sublime. Qu'est-ce qu'elle est sublime. On veut faire rentrer Rimbaud au Panthéon, mais on oublie que Rimbaud a passé presque 10 ans de sa vie à Aden. Donc, moi, Aden Arabi de Paul Nizan. Mais oui, aussi, mais oui. Et donc, Albert Londres. Donc, c'est une position stratégique. C'est peut-être le pays le plus pauvre économiquement de la péninsule arabique, mais c'est sans doute le pays le plus riche sur le plan historique. C'est un pays vieux de plusieurs millénaires qui était connu dès l'Antiquité. C'est la route de l'encens. Et qui, en ce moment, ça fait 5 ans que les Saoudiens détruisent notre patrimoine. Je dis bien notre patrimoine. C'est le carrefour des 3 religions monothéistes. Et donc, quand on parle vous savez, ce qui, moi, me choque, c'est quand on a pleuré quand on a détruit les Bouddhas, quand les talibans... On a pleuré quand on a détruit un parti, la cité antique de Palmyre. On a pleuré quand l'État islamique a brûlé les manuscrits à Zanzibar.
Non, à Mossoul. À Mossoul, oui, quand on a brûlé des manuscrits à Tombouctou. À Tombouctou. Oui. Mais là, on détruit le barrage, on détruit Marib, on détruit des sites. Sanaa, c'est la ville construite par un des fils de Noé. Il faut savoir que Pasolini a tourné Les Mille et Une Nuits à Shibane, celle qu'on appelle la Manhattan du désert. Le premier barrage, les premières cités sont là-bas. Les premiers textes en écriture alphabétique sont là-bas. Donc, c'est des sites qu'on citait par le Coran. Vous en parlez avec passion, mais parce que j'ai mal, voilà, j'ai mal et que je suis... Et c'est vrai que les gens me disent, ah oui, mais quand même, et c'est nos armes qui participent à ça. Et en ce moment, il y a eu... Et c'est vrai que les Britanniques en parlent plus, mais regardez la BBC, il y a des enfants qui sont en train de mourir de faim parce qu'il y a un blocus. On utilise la famine comme crime de guerre. Et quand vous savez dans quelles conditions on meurt, plusieurs jours qu'il faut... Mais je me dis, mais comment peut-on... Et vous savez, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Si le dernier prix Nobel de la paix, c'est René Cassin. Oui, parce que bon, le dernier prix Nobel français, de la paix. Dire. De la paix. De la paix, oui. René Cassin, qui est le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celui qui a été dans les tranchées, celui qui a été le texte... Qui est avec De Gaulle. Qui est en 40. À Londres. Voilà, et c'est pas surprenant, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont capables... est-ce qu'il y aurait encore aujourd'hui un René Cassin? Voilà. Et qui est au Panthéon. Et qui est au Panthéon, à qui l'on doit le pacte international sur le droit civil. Et donc je me dis, quelqu'un qui a 50 ans, c'était pas un jeunot de 15 ans, hein, qui est en 40, c'est pas un résistant de la dernière heure, et à qui l'on doit de pas être avoir été considéré comme un vaincu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ben je me dis, il doit s'en retourner dans sa tombe. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, et beaucoup de questions. Restez avec nous, Jeannette Bougrabe, on va parler, juste quand même une question avant de parler, les infos et avant nos auditeurs. Vous, quand on parle de ça et quand vous avez décidé de faire un livre là-dessus, c'est parce que, en fait, vous avez reçu comme nous ce choc par la télé, par les médias. Non, vous aviez une relation très ancienne avec ce pays. Quand on a eu le privilège, et il y a quand même, c'est un voyage dans le passé, quand on a le privilège d'aller au Yémen, je vous assure, et je peux qu'on a quelque chose qui vous transperce et qu'on ne peut pas l'oublier, voilà. Et et vous voyez, quand on parle de Rimbaud sur son lit de mort et qui, dans son délire, on disait retourner au Yémen, c'était ça. Et il faut relire Romain Gary, Les Trésors de la mer Rouge, et notamment le reportage qu'il avait fait dans François. Et Henri de Montfred, qui a écrit aussi sur le Yémen. Ou Laurent Gaspard. Et donc, quand moi j'ai gardé des amis comme Khadija Al-Salamé, qui a fait un reportage très récemment, qui est passé sur Envoyé spécial, qui toute seule, une femme seule, est allée au Yémen donner des petites caméras à des enfants pour qu'ils montrent cette guerre. Récemment, l'AFP a montré la rentrée des classes à Taez. On voit une école totalement éventrée, des enfants qui continuent à enseigner. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de honteux, voilà. C'est-à-dire que des enfants au Yémen, alors qu'ils sont en ruine, continuent d'aller à l'école, alors que nous, parce que cet assassin qui a tué ce professeur, il a été sur les bancs de l'école de la République, parce qu'il n'est pas arrivé il y a une semaine. Il est arrivé à 6 ans. Et il est arrivé à 6 ans. Et quand je vois ces enfants qui, malgré les bombes et sur les ruines, veulent aller à l'école éduquer, eh ben je me dis peut-être que l'espoir est ailleurs, voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut en tout cas se poser la question. On va se retrouver, Clémence, après les informations. Oui, et n'oubliez pas évidemment que c'est votre heure aussi, hein. Vous pouvez prendre la parole à partir de 13h. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Et pour parler, vous pouvez revenir sur le grand débat Trump-Biden qui aura lieu ce soir, et justement votre opinion sur l'un et l'autre et sur les affaires qui commencent à sortir, les affaires de l'Obamagate par exemple. Et puis évidemment, venez poser des questions à notre invitée Jeannette Bougrabe, qui pourra revenir sur l'islamisme, mais aussi sur cette guerre sans fin, la guerre au Yémen. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Monique, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkov, je suis ravie de vous entendre. Je suis une fidèle auditrice dès le départ de Sud Radio sur Paris. Merci. Voilà. Et vraiment maintenant vous parlez vrai. On essaye. Auparavant, c'était pas comme ça. Mais bon, enfin bref, j'ai toujours écouté Sud Radio. Et je voudrais saluer ma compatriote Jeannette Bougrabe. Bonjour. Parce que je suis fille de Harkis. Ah, nous avons une histoire en commun. Voilà, je suis fille de Harkis. J'ai vécu un drame épouvantable dans ma petite enfance. Bon, je ne veux pas en parler parce que je vais pleurer. Donc, je veux parler de la France. Oui, on vous écoute, Monique. Voilà. Écoutez-moi bien.
ceux qui sont responsables, c'est tous les gouvernements qu'on a eus, à commencer de Giscard d'Estaing jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Le désastre de la France actuellement, Oui. eh ben, c'est tous les présidents qu'on a eu, tous les gouvernements. Et moi, je suis victime collatérale de tous ces gouvernements. On devrait juger ces présidents. On devrait les juger, ceux qui sont encore vivants. Tous sans exception? Tous sans exception. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la France dans un épouvantable désastre. Moi, vous voyez, avant je ne savais pas ce que c'était le racisme. Eh bien, même dans mon immeuble, dans un quartier chic de Paris, bien que mon mari soit français de souche, eh bien, les gens, ils me font voir de toutes les couleurs. Mais c'est-à-dire comment, quoi, concrètement? Je suis patriote. J'aime la France autant que j'aime mon enfant. Et mon fils un jour m'a dit, maman, avec tout ce qu'on t'a fait, avec tes souffrances, comment tu peux encore aimer la France? Et je mets le drapeau bleu, blanc, rouge sur mon balcon. Eh bien, je suis bien stupide. Je suis sur le point de partir de la France. Quand mon mari, Alzheimer, il va partir, j'espère qu'il partira avant moi, je ne sais pas si Dieu veut, hein. Eh bien, je quitterai la France. Je ne resterai plus. Ce pays, cette France-là, elle n'est pas la mienne. La France de moi, elle est de Élie de Noix de Saint-Marc. Elle est du commandant Guillaume. Elle est de tous ces gens-là qui ont défendu. Et je remercie encore une fois, comme je l'ai fait 1000 fois, je remercie tous les militaires qui nous ont sauvés, si on est là aujourd'hui. Mais on nous a parqués dans les camps, éloignés de la population locale, parce qu'on risquait de la contaminer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et depuis longtemps. Vous le savez, Monique. Comment c'est plus le cas? Parce que M. Bercom, vous ne vivez pas le racisme, comme moi je le vis. Mais encore, alors, je vous ai posé la question concrètement aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas de ce qui s'est passé en Algérie. Aujourd'hui, vous le vivez comment, le racisme aujourd'hui? Vous dites je vis le racisme aujourd'hui. Ben, je vis le racisme dans mon immeuble. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, Monique? Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je défendais quelqu'un et on m'a dit qu'il se ressemble, s'assemble. En plus, nous sommes propriétaires. Mon mari est français de souche et moi je travaillais beaucoup à l'époque. Je ne rentrais chez moi que le lundi. Ils ont dit à l'Assemblée générale, si vous ne pouvez pas payer, alors qu'on n'a jamais eu de dette, ils ont dit à mon mari, d'ailleurs j'ai écrit une lettre, et donc on nous a dit, si vous ne pouvez pas payer, vous n'avez qu'à aller habiter à Barbès ou à Belleville. Et mon mari il est français de souche, pur français. Et maintenant, voilà, je demande quelque chose, on me dit, ben, allez ailleurs. D'accord, dans mon Monique. immeuble. D'accord, Monique. Merci de votre témoignage. Dans un arrondissement soi-disant UP. Il y a 2 personnes. Non, mais voilà. il y a une part, mais Jeannette ça, Bougrabe. c'est sans doute. Je suis fille de harki, donc je sais pertinemment, et je manifeste que très rarement, en fait. Mais il y a quelques semaines, j'étais avec des associations pour manifester en fait de la place de la Victoire à la place Vendôme. J'étais avec quelques enfants de harki, dont certains dont un qui a fait condamner la France, notamment, puisque les gens oublient qu'au lendemain de la guerre d'Algérie, en fait, on a parqué des soldats qui s'étaient battus pour la France, qui avaient versé leur sang pour la France, qui étaient français par le sang versé, qui avaient souvent participé aux guerres coloniales, parce qu'on envoyait les troupes en Indochine, qui ont participé pour certains à la libération de la France. On les a parqués dans des anciens camps de concentration, comme le camp de Rivesaltes, de Bias, et avec l'interdiction d'aller et de sortir. Donc on les a parqués jusqu'au début des années 70. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est blessant, humiliant. Les gens n'étaient pas libres. Comment se dire que sous la Ve République, l'école est à l'intérieur du camp, et l'AFP, au moment de la date de commémoration qui avait été instaurée par Jacques Chirac, a sorti une enquête où les enfants mouraient dans les camps, on les enterrait à même la terre sans aucune sépulture. La France a une dette, il y a une tâche dans l'histoire de France, et c'est là, ça n'a pas été la priorité du président de la République, puisque pendant la campagne présidentielle, il avait été en Algérie où il avait dit que la France avait commis des crimes contre l'humanité. Et ensuite, il y a eu la question de Maurice Audin et la vie de... En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des vies
ne valent pas le même prix. Voilà. Il y a des vies à hiérarchie variable et c'est assez grave, effectivement. Oui, mais je veux dire, c'est plus que grave parce que, vous voyez, c'est comment expliquer ou faire aimer la France ou dire à des jeunes venus d'ailleurs que vous pouvez vous sacrifier pour votre pays et qu'elle sera toujours à vos côtés quand vous-même, vous avez abandonné vos propres hommes à la vindicte des vaincus. Mais vous savez très bien que personne ne demande plus à personne de se sacrifier et c'est vraiment tout le problème. On le demande quand on est dans une certaine idéologie. Aujourd'hui, en France, vous savez très bien que l'idée France, l'idée collective, on n'essaye même pas de la cultiver. On n'essaye même pas je vais vous dire, il y a encore un bastion de cette idée que du sacrifice, c'est la Légion étrangère. La Légion étrangère, où vous avez une centaine de nationalités différentes. Ils ne sont pas français. On les projette les premiers dans des opérations extérieures. Ils se font sacrifier. Ils ont éventuellement un titre de séjour à la fin de leur contrat s'ils sont blessés, etc. Mais ils sont prêts à mourir pour un drapeau qui n'est pas le leur. Voilà. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour les légionnaires. C'est ce que disait Romain Gary. J'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Exactement. Allez, on retourne au standard 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Philippe qui nous appelle d'Arles. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour à André et bonjour à Jeannette Bougrabe. Bonjour. Que j'admire par-dessus tout. Oh vous êtes le seul. Pour plein de raisons. On est plein de raisons qui seraient trop longues à vous expliquer. Mais on a le temps, allez-y. Je trouve que ce que vous avez dit et le témoignage de cette femme qu'on vient d'entendre corrobore parfaitement aux expériences que j'ai vécues en Afrique du Nord. Si vous voulez, ce qui est assez extraordinaire, c'est vrai qu'on a sacrifié, moi je dis sacrifié les harkis, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus besoin d'eux, on les a laissés tomber. On les a désarmés surtout. On les a désarmés, bien sûr. On les a maltraités. Vous savez, moi j'ai vécu avec une fille kabyle qui était une fille de harki pendant un moment. La blessure était tellement profonde qu'il n'y avait pas moyen d'en parler. Donc c'était assez éprouvant. Et quand je suis retourné en Afrique du Nord faire un voyage, alors j'ai tout fait, hein. J'ai fait Tipaza de Camus, j'ai fait toute l'Algérie, le Maroc. Oui. Voilà. Et je veux dire, il y a des gens formidables. J'ai rencontré des gens formidables qui aimaient les Français, qui se sont battus pour les Français. Vous êtes retourné quand? Enfin, vous y êtes allé quand? Écoutez, la première fois que j'y étais, c'était dans les années 70. Vous voyez. D'accord. Et en plus, j'ai fait le voyage avec un ancien militaire qui avait donné comme consigne à ses soldats, si on vous tire dessus, vous ne répondez pas. Parce que dans cette guerre, il disait, c'est une guerre stupide, évidemment, que toutes les guerres sont stupides, parce que, comme disait Talleyrand, on finit toujours par faire la paix. La preuve. Seulement, on laisse des traces. On laisse des traces. Et on laisse des traces à des générations, on laisse de la souffrance. Et ce que je trouve aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le débat s'enflamme pour la haine de l'autre. Alors que je trouve que, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce terme, mais nous sommes faits, qu'on le veuille ou non, pour vivre ensemble. Nous sommes tous des humains. Et c'est ce manque d'humanité. Je regardais dans les discours politiques, le mot humanité a carrément disparu. Oui, mais vous savez, tout ça est tellement compliqué. On a tous envie de vivre comme des frères. C'est si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Mais ça, on oublie que l'histoire, encore une fois, elle est tragique. Et que malheureusement, l'idéologie, l'économie, la réelle politique et les intérêts, et je ne dis pas que c'est bien, loin de là, mais malheureusement, il faut toujours garder, comme vous dites, le souhaitable, mais n'a jamais oublier le réel. Et le réel, c'est qu'il y a des gens qui n'ont aucune envie d'être humains avec vous, ni d'avoir de l'humanité. Vous pouvez pas, par exemple, aujourd'hui, quand les gens en fait divinisent la mort, préfèrent la mort à la vie, vous ne pouvez pas leur opposer un discours d'humanisme, d'empathie, de compassion, parce qu'ils sont ailleurs. Leur échelle de valeur n'est pas la nôtre. Et vous savez, je parlais dans un de mes livres, dans Lettres d'exil, j'avais parlé en fait de Galula. On parlait de la guerre d'Algérie, parce qu'en réalité de guerre asymétrique, voilà, de guérilla.
et il y avait Pétréus qui a fait la préface de la traduction, parce que Galula était un officier français pendant la guerre d'Algérie et qui avait notamment pacifié la Kabylie, et de savoir comment, avec les populations civiles, faire en sorte qu'on construise la paix, on pacifie. Et donc ce livre, il a été professeur à West Point, l'école militaire américaine, et ce livre a été traduit avec une préface de Pétréus qui était donc chef des opérations en Afghanistan, et ensuite a été patron de la CIA. Et il disait que vous n'avez pas les mêmes ennemis qu'au moment du bloc soviétique où vous vous battiez. Là, vous avez face à des gens qui, soit c'est les emprisonner, soit les tuer. Et c'est ce qu'il disait à propos. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Guantanamo, les Américains. Et ils les laissent parce qu'en réalité, quand vous avez des gens qui pensent que si vous allez au paradis, vous avez 72 vierges et je ne sais combien de compagnes, c'est quand même très difficile de leur dire, de leur dire que attendez, vous savez, on va vivre ensemble. Il y a un problème, et on l'a bien vu sur la déradicalisation. C'était très à la mode en réalité. On a vu ce que ça a donné. Oui, des surtout. Plateformes. Et donc, c'est très difficile. Alors, des gens qui sont extrêmement radicalisés comme ça, c'est une extrême minorité. Mais vous savez, moi, je suis très surprise d'entendre que vous n'avez pas besoin de grandes légions pour faire basculer un monde dans la guerre. Et on l'a vu lors de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, c'est un attentat qui va plonger, alors évidemment qui est le détonateur, mais vous vous rendez bien compte, mais le détonateur. Et vous avez un détonateur. Et donc vous ne savez pas si demain, est-ce que ce crime odieux va être le détonateur d'une nouvelle guerre. On ne sait pas. La seule chose que je tiens à dire, c'est quand les gens sont prêts à mourir pour leurs idées, alors que nous, on n'est plus prêts à mourir pour la liberté. La réalité est celle-ci. Et André Berkoff l'a dit tout à l'heure. On est dans une forme de confort. Voilà, on se dit, pourquoi se battre ? On est frileux. Mourir pour ses idées, j'en connais pas beaucoup qui sont encore capables de le faire. Et il faudrait savoir cette chanson qui est à la fois très belle mais très contestable. Mourir pour ses idées, oui, mais de mort lente. C'est Brassens. C'est possible. Allez, continuez de nous appeler 0826 300 300. Il y a peut-être d'autres admirateurs de Jeannette Bougrabe. Et puis, plus sérieusement, si vous voulez poser des questions sur la guerre au Yémen, qui nous concerne plus que ce qu'on pourrait penser. Et puis aussi, vous pouvez revenir sur le Bahama Gate. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, toujours dans tous ses états, avec son invité Jeannette Bougrabe, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie, sous Nicolas Sarkozy, qui nous présente un livre, Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen, aux éditions du Cerf. Et puis vous aussi, vous nous appelez 0826 300 300. On va donner tout de suite la parole à Georges qui nous appelle de Senlis. Oui, Georges, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Merci pour vos émissions. Merci, Monsieur Berkoff, que je suis. Et bravo pour le travail que vous faites. Vous êtes un des rares. Merci. Je voudrais juste dire deux petits mots avant de poser ma question à Monsieur Charles Gave au sujet de l'Algérie. Je connais l'Algérie un peu. Alors, il n'est plus là. Oui, allez-y. Mais il n'est plus là, Charles Gave. Hein, mais posez votre question quand même. Peut-être que j'essaierai de répondre. On essaiera de répondre. Écoutez, voilà. Donc je vais poser juste ma question. Alors, concernant M. Charles Gave, je voulais savoir s'il connaissait Robert Steele, qui est un ancien de la CIA et qui fait pas mal de révélations. Moi, je le suis depuis longtemps, évidemment sur Internet. Et je voulais savoir s'il le connaissait et si on pouvait vraiment accorder du crédit à ce que ce monsieur... Alors ça, malheureusement, c'est Charles Gave n'est plus là. Ouais. Moi, je ne peux pas vous répondre ne connaissant pas Robert Steele. Donc voilà, désolé. Écoutez, c'est dommage. Parce que c'est intéressant ce que dit ce monsieur. Il a l'air tout à fait sérieux. Oui, mais actuellement, vous savez, toutes les choses sont en train de sortir. Et justement, j'en profite. Vous restez avec nous, mais justement, Jeannette Bougrabe voulait intervenir par rapport sur Joe Biden. Sur Joe Biden, parce que dans le livre que je viens de sortir, mais que j'avais déjà écrit, c'est de dire que les Américains ont toujours une conscience de la connivence en fait de nos alliés, de toutes ces pétromonarchies avec l'islamisme. Et lors d'un séminaire à la Kennedy School of Government de Harvard, le 2 octobre 2014, Joe Biden, on comprend pourquoi les pétromonarchies sont un peu inquiètes de la future élection éventuelle de Joe Biden. Il écrit « Nos alliés dans la région ont été notre plus grand problème en Syrie. Les Turcs, les Saoudiens, les Émirats, ils étaient si déterminés à abattre Assad, ils ont versé
apportait des centaines de millions de dollars et des dizaines de tonnes d'armes pour tous ceux qui se battent contre Assad, sauf que les gens à qui on fournissait étaient Al-Nosra, Al-Qaïda et les éléments extrémistes du djihad venant d'autres régions du monde. Maintenant, vous pensez que j'exagère, regardez où cela nous a menés. Tout d'un coup, tout le monde se réveille car il y a un État islamique. Et c'était Joe Biden en 2014 qui a fait en gros cette gaffe, parce que du coup il a été obligé après de téléphoner parce que Obama lui demande de dire bon bah tu vas rectifier, tu vas présenter tes excuses. Et je vous encourage à relire l'article du Washington Post du 6 octobre 2014 d'Adam Taylor, qui dit derrière la gaffe de Joe Biden une réalité qui montre bien notre collusion face aux islamistes. Oui, enfin, je dirais simplement que de ce point de vue, la France n'a pas beaucoup de leçons à donner, parce que la collusion de la France avec Al-Nosra, je rappelle un certain Laurent Fabius qui disait Al-Nosra fait du bon travail. Oui, non, mais c'est pour balayons d'abord devant notre porte. Non, moi c'est la raison pour laquelle je me bats pour essayer d'éclairer sur cette guerre au Yémen, d'arrêter de dire, même quand il y a eu l'assassinat de Khashoggi, de dire les Saoudiens sont nos meilleurs amis, les Émiratis aussi, et qu'ils luttent contre l'islamisme. Non, mais vous avez raison, ça c'est la réelle politique, et effectivement la réelle politique a son jeu. Cela dit, ça nous entraîne très loin, Jeannette Bougrabe, parce que je comprends très bien votre position, et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la guerre yéménitaire et le rôle des Saoudiens, on le sait. Maintenant, vous savez très bien qu'il y a un bouleversement de la donne dans le Moyen-Orient et qui malheureusement fait fi de la morale. Et elle faisait fi de la morale avant, elle fait fi de la morale après. C'est-à-dire que vous avez deux histoires. Vous avez l'histoire morale, vous avez l'histoire de la bonne et de la mauvaise cause, et vous avez les histoires où ça s'enchevêtre et c'est terrible. Oui, mais aujourd'hui, il y a des conventions internationales et un rapport des Nations Unies disait que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni étaient susceptibles d'être poursuivis pour complicité de crimes de guerre. Donc quand on verra nos anciens ministres traduits soit devant des juridictions nationales, soit devant des tribunaux, un jour un tribunal pénal international. Oui, mais le verra-t-on, Jeannette Bougrabe? Moi, je crois à la justice. Donc je crois que c'est par les voies du droit, pas les voies de Dieu, mais les voies du droit, qu'on rétablit en tout cas la justice. Voilà. Acceptons-en et croyons-en l'augure. Allez, on retourne au standard 0826 60 300. On donne la parole à Patrick qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à Madame Bougrabe. Bonjour Patrick. Bonjour, je trouve que c'est une femme courageuse parce que moi je suis croyant, donc les racines de ma foi sont juives, mais on ne peut pas avoir un cœur pour les juifs sans avoir un cœur pour les arabes. Et je peux vous dire, quand on pleure pour les deux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, et je trouve que c'est une femme courageuse. Alors, elle se défend avec des armes, je dis entre guillemets charnelles, puisqu'elle n'est pas croyante, et je la respecte infiniment parce que c'est son courage qui, quelque part, me rend humble dans ma foi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et merci Monsieur Berkoff aussi pour cette radio qui permet aux Français de s'exprimer et qui n'est pas politiquement correcte. Voilà. Merci à vous. Écoutez, pour moi, je vous le dis honnêtement, ce politiquement correct, je vais être très cru, hein, c'est une doctrine de démon pour moi. C'est une doctrine de démon. Parce que vous remarquerez que quand les socialistes sont au pouvoir, ils veulent la guerre. Ils mettent le désordre. Et si vous regardez bien ce que fait Trump, lui, il ramène tout le monde à la maison. Ça, c'est déjà le premier point. Je voulais dire aussi, André Malraux a dit le 21e siècle sera spirituel. Il est spirituel. Et je confirme ce que dit Madame Bougrabe. Elle a touché du doigt quelque chose de très important, alors qu'elle n'est pas croyante. Et bien, vous savez, le Saint-Esprit peut parler. Il a même parlé à travers, et là, aucune comparaison, bien sûr. Il a même parlé à travers un âne sur lequel un roi chevauchait, et l'âne lui a dit « T'es un crétin, t'es un imbécile ». Je ne sais plus quel passage dans la Bible. Donc, on devrait avoir beaucoup plus d'ânes qui disent à certains monarques « T'es un crétin ». Voilà. On aimerait la multiplication des ânes, là, pas les poissons. Mais là, le Saint-Esprit parle à travers Madame Bougrabe qui n'est pas croyante. Qui n'est pas un âne non plus. Et qui n'est pas un âne. Et qui n'est pas un âne. Non, je confirme. Je peux vous le dire, elle a touché du doigt. On n'est pas dans une guerre économique. On n'est pas dans une guerre même militaire à proprement parler. On est dans une guerre spirituelle. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre quand même, parce qu'il faut être aussi intelligent, même plus intelligent que l'ennemi. Il faut
vaincre l'ennemi sur le terrain là où il est. Et elle a dit quelque chose de très bien. Ces gens-là sont irrationnels. La mort est un gain pour eux. Donc je trouve désolant quand même pour Charlie Hebdo, et je leur en veux absolument pas. Ces gens-là ont cru qu'avec comment dire, le blasphème, la moquerie, ils allaient raisonner. Et je vais vous citer une phrase en anglais, vous allez la traduire sans problème. Allez-y. When a wise man argues with a foolish one, écoutez bien, he meets anger and ridicule without relief. Oui, et effectivement, quand un sage entend un imbécile ou un fou, il entend la colère avec sans repos. Non, Monsieur Berkoff, pas entendre. Il rencontre la colère. Non, quand il argumente. Oui, mais attendez, juste un mot. Non, mais je comprends. Moi, juste un mot que je vais vous dire. Le problème, là, vous avez, je vous entends tout à fait, vous avez déplacé le problème. Parce que Charlie Hebdo, et pas seulement Charlie Hebdo, a le droit absolu de parler de ce qu'il veut et de critiquer qui il veut. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord que nous allons nous asseoir ou céder devant ça. Ben voilà. Monsieur Berkoff, attendez, je finis juste. C'est tout à fait. Mais ça, je dis simplement à Mme Bougrab qu'elle continue à combattre, qu'elle ne s'arrête pas. Mais nous, on est... Attendez, je finis. Nous, on est une force de frappe. Pendant ce temps-là, nous, on combat en esprit, en vérité, contre cette puissance démoniaque qu'est l'islam. Mais pas contre les musulmans. Et donc, elle, plus nous, on va gagner. Je vous le dis, on va gagner. Inch'Allah. Mais parce qu'en réalité, le vrai sujet, c'est l'islamisation de la société française. Et parce que c'est le vrai problème, c'est que la liberté d'expression et le droit de blasphème est une des facettes, mais il y a d'autres attaques. La mixité. On va en parler. Parce que oui, pardonnez-moi. On se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas ce numéro de téléphone 0826 300 300 pour parler de guerre spirituelle, justement, de guerre au Yémen ou alors de la guerre Biden-Trump. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, toujours dans tous ses états, avec son invité Jeannette Bougrab qui nous présente son livre Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen aux éditions du Cerf. Et puis vous aussi, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous connaissez ce numéro par cœur maintenant, évidemment. Et Abdel nous a appelé, justement, Abdel qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Abdel. Oui, bonjour. Bonjour Abdel. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame Bougrab. Bonjour. C'est avec une très grande attention que j'écoute en fait cette émission. Je pense que j'ai déjà intervenu sur plusieurs... Oui, on vous a entendu Abdel, absolument. Vous savez que je viens d'Algérie. Ouais. J'ai vécu la décennie noire, la 93-2003. Ouais. Et l'assassinat horrible qui s'est passé là il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas vous mentir, ça remet beaucoup de choses. Ouais. Oui, vous en aviez parlé d'ailleurs, oui, tout à fait. Il faut juste savoir une petite histoire. Hein. Allez-y. Moi, le 27 juillet 94, c'était mon anniversaire. Oui. J'étais à Ténès, Orléansville, au temps d'Algérie française. Il y a une dame, une enseignante, qui ne portait pas le voile. Oui. Et on est venu, on l'a décapité chez elle. Chez elle, dans sa maison, vous voulez dire? Dans sa maison, oui, chez elle, devant ses filles. Pour que ses filles prennent l'exemple. Ouais, pour qu'ils doivent se voiler. Le lendemain, on a mis sa tête dans l'école. Pour que tout le monde comprenne que une femme doit être voilée. Bon. Ouais. Et ça, c'est un truc, j'ai envie de dire que c'est horrible, mais c'est très anecdotique ce qui s'est passé. Oui, ça a été terrible pendant 10 ans, on sait ce qui c'était. C'est 200 000 morts. Ouais. C'est 200 000 morts la décennie noire en Algérie. C'était pareil, c'était des choses comme ça. On ne pouvait plus partir, prendre un café, on pouvait les ciné. Jusqu'à aujourd'hui, vous partez, M. Berkoff, à Alger, vous avez 3 ciné. 3 cinémas. Et à cause de ce traumatisme, on partait au ciné, il y avait une explosion. Hein. Vous pouvez sortir. Aujourd'hui, à Alger, dans la ville d'Alger. À Alger, aujourd'hui, non, il n'y a plus ça. Heureusement, les ciné, à ce jour, sont quasiment fermés. La population, la société. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les ciné, ils sont tous fermés parce que c'est bon. On nous a traumatisés.
ce côté-là. Et je vois cette chose-là, cet wahhabisme-là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, moi je vais être très cru. Hein. C'est l'Arabie Saoudite, c'est Al-Saoud, et il n'y a rien à... Je peux être peut-être généralisant, etc., mais c'est eux. C'est eux le mal, c'est eux le malin, c'est eux le diable, c'est eux le Satan, enfin, moi je suis croyant. Donc c'est eux, il n'y a pas de... Voilà. Le Qatar aussi le Qatar, enfin, c'est des petits joueurs. Le Qatar. Tous les autres. Ouais. C'est des petits joueurs par rapport à l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite a une diplomatie qui est liée sur les lieux saints et notamment le chantage au pèlerinage. L'Arabie Saoudite, Pierre connaît ça dans un livre qui était publié chez Fayard avec une préface d'Hubert Védrine, avait donné notamment des chiffres sur les milliards qui avaient été déversés. Je vous citais tout à l'heure Joe Biden, mais c'est-à-dire qu'en réalité, pour diffuser en fait cette vision fossilisée de l'islam, a déversé des milliards, c'est-à-dire à financer à travers des fondations, des écoles, des universités, et donc du coup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que sans demander des comptes à ses alliés comme l'Arabie Saoudite, sans leur demander des comptes ou d'arrêter de financer un certain nombre de structures, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça, et pour revenir sur l'Algérie, parce que Boualem Sansal en parle très bien de cela. Il a alerté depuis des années. Kamel Daoud avait fait aussi sur le Daesh blanc et le Daesh noir. Le Daesh blanc étant l'Arabie Saoudite. Kamel Daoud qui s'était fait accuser d'être islamophobe et raciste après un papier qu'il avait fait au lendemain des viols qu'il y avait eu à Cologne, alors qu'il avait fait publier... 31 décembre. Oui. Voilà, donc tous ces gens qui ont traité... Alors que lui, il vivait à Oran, il était journaliste au quotidien d'Oran. Donc on se dit... Et Boualem Sansal vit en Kabylie, donc il est en Algérie. Et donc il alerte en fait, et on ne l'écoute pas. Et il dit, il a fait une interview dans l'Express de cette semaine, qu'en réalité ce n'est que le début, voilà. C'est ça, l'Algérie, ça s'est progressivement installé. L'Algérie, il nous disait, ce qui se passe chez nous, ça va se passer chez vous. Monsieur a décrit un certain nombre de crimes, mais il faut savoir ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on a égorgé des institutrices parce qu'elles continuaient de travailler. On a éventré des femmes enceintes. Vous imaginez pas à quel point, et c'était le djihad avec le canif, le couteau. C'est un peu ce qu'avait dit l'imam à Londres, c'est-à-dire c'est à coup de canif. C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'ils vont utiliser des ceintures explosives. Ils utiliseront tous les moyens pour terroriser au quotidien. Et c'est 200 000 morts en Algérie. Et donc c'est pour ça qu'on devrait quand même s'intéresser à ce qui s'est passé ailleurs, parce qu'en réalité, et c'est arrivé. Et Lounès Matoub, j'ai retweeté ce qu'avait dit Lounès Matoub, le grand chanteur kabyle qui a été assassiné, en disant mais c'est l'arabisation, parce qu'en Algérie, en fait, ils sont allés chercher des gens d'Égypte pour aller arabiser. Les manuels n'étaient pas en arabe, on apprenait en français, etc., etc. Donc ils sont allés chercher des éléments extérieurs pour imposer l'arabe. Et donc c'est des prêcheurs et des prédicateurs, des frères musulmans venus d'Égypte. Et c'est par les enfants que certains enfants désignaient leurs parents en disant qu'ils étaient des mauvais musulmans. Et c'est pour ça que l'école est la pierre angulaire de tout cela. La pierre angulaire. Abdel, vous vouliez ajouter quelque chose? Exactement, je voulais juste rebondir à ça, parce que ce qui s'est passé en Algérie, c'était une super conclusion. C'est sur ça que je voulais conclure. C'est que moi, je suis né en 89, j'ai vécu la guerre, la discipline. Vous êtes jeune Oui, moi j'ai 30 ans. Ah bah oui, vous avez 30 ans, oui. C'est bien. Oui, alors Abdel oui, l'idée c'était que nous avons appris le vrai islam à l'école. C'est-à-dire que les manuels d'école, qui venaient de Jamal Abdel Nasser dans les années 70 avec des c'est ce que dit Jeannette, là, on les a complètement rayés et on a eu une autre éducation, on va dire, religieuse, qui est basée sur le soufisme et qui est basée sur le fait que sur l'aspect spirituel de la religion, et c'est pas de l'islam, et non l'aspect religieux. C'est-à-dire que si demain vous péchez, vous faites un péché n'importe lequel, on va pas, l'islamiste ou le wahhabiste, il va vous dire vous êtes condamné à mort. Exactement, il n'y a pas de pardon. Voilà, alors que le soufisme, il vous dit peut-être que Dieu, c'est vrai, il sait que vous avez une conscience et il vous a
exprès mis sur le mauvais chemin pour que vous éveillez votre conscience. C'est une approche complètement différente et c'est sur cette approche que moi j'ai été éduqué, ma croyance a été éduquée. Eh bien, ça c'est très important. Merci Abdel de reparler du soufisme parce que c'est peut-être une des voies du salut en tout cas, sinon la voie du salut. Et alors Abdel, restez avec nous, puisque merci pour ce témoignage très fort. Et Sud Radio, vous savez, cette semaine félicite et remercie justement tous ses auditeurs et tous ceux qui nous appellent. Alors, on voulait vous faire un petit cadeau et on vous offre une montre, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le changement d'heure samedi prochain. On aura 1 heure de moins. Donc là, vous serez prêt avec l'Ice Solar Power. C'est une magnifique montre écologique, puisqu'elle puise uniquement son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. Et c'est un cadeau Sud Radio et Ice Watch. Voilà. Donc, merci, en tout cas, merci de participer et de continuer de nous écouter tous les jours sur Sud Radio. Merci Abdel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov, toujours dans tous ses états, avec son invité Jeannette Bougrabe, qui nous présente son livre Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen, aux éditions du Cerf. Et puis vous aussi, vous nous appelez, et Youssef nous appelle de Marseille. Bonjour Youssef. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Youssef. Bon, ça fait plaisir d'avoir une radio comme la vôtre, en tout cas, parce que habituellement, je suis connecté à une radio concurrente. Ah, laquelle ? Non, pas non. Sauf que c'est un état d'esprit qui est complètement différent. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui témoignent, c'est que de la haine qui ressort. Et là, je vois qu'il n'y a que de la paix, des messages de... Ah ouais, on est cool. On est lucide, mais on est cool. Mais bon, c'est bien, comme ça je sais où me connecter. Moi, je voulais juste dire que je regrettais les années anciennes, donc j'ai 44 ans, je suis né en 76. Ouais. Vous êtes toujours plus jeune que moi, alors bon, bref. Et je suis né en Normandie, à Rouen. Ouais. Vous êtes né où ? En Normandie, à Rouen. D'accord. Et oui, il faisait bon vivre. Je me souviens, on se promenait, les voitures, on passait devant des voitures, les carreaux étaient ouverts. J'avais les parents de mes amis, c'était les fenêtres ouvertes. Bon, il n'y avait pas ce qui se passait aujourd'hui autant en délinquance que religion, quoi. Il y avait pas tout ça, quoi. Ouais. Même au niveau du menu scolaire, vous voyez, il y avait du porc, on nous donnait des œufs ou un steak haché, quoi. Il n'y avait pas de politique, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de menu confessionnel ou de menu ethnique ou autre, c'est ça? Non, mais il n'y avait pas de médiatisation de ça, quoi. Ouais, il n'y avait rien. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était par rapport à ça. J'ai pris des notes pour pas me perdre. Et bien, vous avez bien fait. Allez-y. Alors, par rapport à la France, je crois que les gens, ils se rendent pas compte, en fait, où est-ce qu'on est. Il faut vraiment qu'ils aillent, qu'ils voyagent. En fait, il faut qu'ils voyagent, soit en Afrique, ou dans des pays en voie de développement ou sous-développés, ou même parfois en Europe, après ça dépend de quel pays. Et quand ils reviennent en France, là, ils vont voir une réalité de tout ce qu'on nous offre, en fait, ici. Ça, les gens, je crois, ils s'en rendent pas compte. Mais bon, ça, peut-être qu'il y en a qui sont fermés au niveau de leur esprit. Mais bon, ça, c'était mon... Non, mais c'est vrai que tout le monde, enfin, qui pouvait, devrait voyager et devrait faire quelques comparaisons. C'est vrai que ce ne serait pas une mauvaise chose. C'est clair. Je fais de la création d'entreprise, en fait. Je fais de la création d'entreprise juridique, donc je rencontre un tas de gens. Et pourquoi je vous ai dit ça? Parce que des fois, j'ai des gens qui se plaignent, en fait, qui sont résidents. Ils ne sont pas de nationalité française. Ils sont résidents en français. Oui. Et qui se plaignent, vous voyez. Ils se plaignent. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais je comprends pas pourquoi il se plaint avec tout ce qu'il y a comme bienfait, en fait, ici. Autant social, accompagnement, éducation, aide, etc. Quoi. Personne n'est laissé de côté. On parle pas des gens à l'extrême, SDF, etc. Non, bien sûr. En général, vous êtes accompagné, quoi. C'est clair. Alors, j'en viens à la religion. Alors, pour moi, la religion, j'ai écouté un auditeur ce matin, en fait. Il le disait, c'est personnel, la religion. Tout à fait. Je vous connais pas, ni vous, ni votre invité, c'est Madame Bougrabe, c'est ça? C'est ça. Il faut faire attention aux termes, parce que vous avez dit... vous l'avez dit peut-être sans faire attention, quoi. Vous avez dit djihad avec le canif. Oui. Et il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que le vrai djihad, en arabe, on appelle ça djihad nefs. C'est le djihad de l'âme, de sa propre âme. Pour moi,
quand vous dites djihad avec le canif, pour moi c'est un meurtre avec un canif, pas le djihad. On est tout à fait d'accord, mais je rappelais juste en fait ce que faisait Abou Hamza en fait, ce qu'il avait dit, ce qu'il disait en fait quand il appelait les jeunes à partir faire le djihad. Pardonnez-moi, c'est moi qui n'ai pas été suffisamment précise en disant que quand les Européens ont accueilli en fait ceux qui étaient chassés d'Égypte, de Tunisie parce qu'ils étaient radicaux, parce que c'était des islamistes et qu'ils n'en voulaient plus, les démocraties, les États de droit les ont accueillis au nom de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Ce qui fait que le Royaume-Uni était une sorte de berceau en fait d'islamistes, disons les choses telles qu'elles sont. Et vous en souvenez sans doute parce que c'est lui qui a été l'un des théoriciens des attentats du 11 septembre. C'était celui aussi qui a été à l'origine des kidnappings d'Américains au Yémen, où il était en plein Hyde Park sur une caisse de savon Hamza, et avec son crochet. On l'appelait Capitaine Hook. On l'appelait Capitaine Hook et qui disait mais vous n'avez pas besoin d'armes, il suffit d'avoir un couteau. Et vous savez comment c'est. Enfin, je dis que vous savez non, parce que je ne sais pas si vous êtes d'origine algérienne, mais il y avait dans des écrits du GIA, il disait même de prendre un couteau rouillé pour égorger les femmes avant de les violer. Donc ce qui était la barbarie, c'est qu'on a beau avoir toutes les armes sophistiquées, il y a des guerres qui se mènent qui appellent avec des choses voilà, qui sont accessibles à tous. C'est ça qui est pernicieux, c'est ça qui est difficile à combattre. Moi, j'ai pas trop de connaissances au niveau... non, mais voilà, c'était ça le propos. Voilà. Non, bien sûr. Non, mais Youssef, c'est-à-dire, je vais vous dire... En fait, ce que vous dites, c'est très légitime, mais absolument. Il y a deux djihad. Et il y a deux djihad. Et d'ailleurs, dans toutes les religions, c'est quelle interprétation? Il y a le djihad spirituel, qui est le djihad sur soi, qui est la lutte sur soi pour une amélioration à la fois spirituelle et humaine, sur soi. Ça, Et puis, vous avez le djihad du harb. Vous savez, harb en arabe, c'est la guerre. Vous avez le dar harb. Et vous avez des gens, surtout justement, qui utilisent l'islam comme instrument politique et de pouvoir, qui eux disent le djihad, c'est le combat. C'est la lutte par tous les moyens, toutes les armes et tout ça. Il faut bien comprendre, sinon, qu'il y a deux djihad. Justement. Et ben là, quand on parle d'une guerre, vous voyez, et que il y a une condition dans l'islam pour faire la guerre. Vous vous rendez compte, on vous met une condition. Alors que là, quand quelqu'un va se battre, il va, et puis le but c'est de gagner, basta. Alors que dans l'islam, on vous dit, vous ne toucherez pas aux vieux, vous ne toucherez pas aux jeunes, vous ne toucherez pas aux femmes, et vous ne toucherez pas aux arbres. Et vous voyez, on vous met même des conditions pour faire la guerre, quoi. Oui, mais ceux qui disent ça en Algérie et ailleurs, ils ne suivent pas ces conditions du tout. Voilà, ça rejoint ce que disait l'auditeur ce matin. C'est ça. Il n'y a pas d'islamistes, il n'y a pas d'islam politique, il y a des sectes. Oui, enfin, si vous voulez appeler ça une secte, je veux bien, mais une secte qui se réclame. Mais le problème... Elle se réclame de l'islam. C'est ça le problème. En employant... eux, ils disent ça, mais en employant le terme que eux emploient, ça veut dire qu'on salit quelque part le mot, parce que dans islamiste, il y a islam. Et bien sûr. Je sais pas, mais il faudrait commencer, je vais vous dire, Youssef, aller jusqu'au bout. Il faut commencer à faire la leçon à tous les gens qui utilisent le mot islam pour commettre leurs crimes. Ce n'est pas vous ou moi ou Jeannette Bougrabe qui utilise ça et qui salit. Qui salit l'islam, ce sont les gens qui vont massacrer au nom de l'islam. Mais vous savez, on pourrait parler, et moi je suis une grande admiratrice d'Abdelkader, c'est-à-dire celui qui est réfugié à Damas va sauver la vie de milliers de chrétiens qui allaient être massacrés par des musulmans. Et donc vous avez une approche spirituelle et j'encourage en fait les plus jeunes, mais les plus jeunes n'ont jamais lu Abdelkader, mais à savoir ce qu'il était. Alors malgré la trahison, alors qu'il a été à Amboise, ensuite à Toulon, eh bien il a été initié comme franc-maçon, mais encore autre chose, ça. Oui, mais non. Mais il y a des gens qui ont une... Voilà, il y a des modèles positifs, et un des modèles positifs, c'est Abdelkader. En tout cas, j'ai un ami qui est imam à Toulouse. Il est venu me voir un jour pour lui créer une association. Et je lui demande l'activité qu'il va exercer dans l'association. Il me dit, je voudrais ouvrir un centre de déradicalisation. Donc, quand il m'a dit ça, j'étais curieux, je voulais voir ça. Je lui ai dit, franchement, j'aimerais bien venir un jour avec toi, j'aimerais bien voir comment ça se passe, quoi. Et il m'a dit, Youssef, reste à ta place.
Parce que quand tu vas voir comment la personne, elle va répondre à mes questions, comment elle va parler, tu vas t'énerver ou bien tu vas pas comprendre. Parce qu'il m'a dit vraiment, c'est des gens qui sont très loin, ils sont partis très loin. Ils sont partis loin. C'est tout le problème, Youssef, vous avez raison de le souligner. Merci Youssef. Merci beaucoup Youssef. En tout cas pour ce beau témoignage. Allez, on donne la parole à Brice qui nous appelle de Compiègne. Bonjour Brice. Oui, bonjour. Je vous passe le bonjour à Madame Bougrab et Monsieur Berkoff. Bonjour. Je voulais vous remercier pour votre travail et d'inviter des gens de qualité comme Madame Bougrab ou Monsieur Charlegave. Monsieur Charlegave qui, j'espère, considérera de se présenter à la présidence un jour, on l'espère. Écoutez, on va l'encourager. Oui, j'espère. Donc j'avais une question, en fait. J'aurais aimé savoir si vous connaissiez le mouvement QAnon, donc le groupe d'activistes numériques qui avait prédit et dévoilé le Obamagate, l'affaire Biden, les allégations d'Hillary, Benghazi, les différents mouvements de l'État profond, et ça dès 2017. Alors je vais vous dire une chose, que vous sachiez, nous avons reçu l'un des fondateurs, en tout cas l'un des membres du mouvement, qui est Alexis Cossette, je ne sais pas si vous connaissez, le journaliste québécois, dont le site Radio-Québec a été censuré, et même je crois interdit, en tout cas pour le moment à Montréal. Eh bien, on l'a reçu YouTube, et effectivement, nous avons discuté avec nous l'avons reçu il y a quelques jours, ici dans Berkoff, dans tous ses états. Voilà. D'accord. Ça va me permettre de rebondir pour ma deuxième question, puisque je voulais parler de la censure. Donc, vous me dites que le site québécois a été censuré, et en fait, ce mouvement-là prend de l'ampleur en France via des sites comme 17.com ou les décodeurs, etc. Et on voit que les médias français censurent à fond ce sujet, le Obamagate. Le hashtag n'est pas utilisable sur Facebook ou Twitter. Et on voit que Sud Radio est la seul média à traiter ce sujet. Donc c'est quasiment orwellien. J'aurais aimé vos avis respectifs sur ça, parce que moi qui ai que la trentaine, je n'ai jamais vu une telle censure. Et j'ai l'impression d'être dans 1984, je ne comprends pas. Non mais vous avez raison, parce que il y a de quoi effectivement, je veux dire être étonné, j'allais plus indigné. En deux mots, après Jeannette Bougrab répondra, en deux mots, il y a un véritable problème, vous savez, la liberté d'expression est la chose la plus fragile du monde. On croit, nous effectivement, et vous êtes né en 84, moi je suis né bien avant, on croit que la liberté d'expression, que tout ça, la paix, etc., c'est une donné, on est en Europe, c'est fini, et heureusement, les guerres mondiales, il n'y a plus que des guerres périphériques, c'est loin, comme le Yémen et ailleurs, mais ça ne nous touche pas directement. Eh bien non. Non, le problème, si vous voulez, que c'est la liberté, elle est à défendre tout le temps. Et on voit bien, pour tel ou tel intérêt, regardez avec ce qui se passe avec le Covid-19. Vous entendez du matin au soir des médecins, infectiologues, urologues, etc. Certains qui ne connaissent rien, d'autres qui s'y connaissent, disent tout et le contraire de tout. Or, effectivement, aussi, quelques-uns sont censurés, c'est clair. Ils sont moins près de l'autre. L'Obamagate, alors là, c'est formidable. C'est clair que, en tout cas, on aime ou on n'aime pas Trump, on le déteste. C'est clair que la quasi-totalité de la presse américaine et de la presse française est violemment contre lui, contre en tout cas ce qu'il représente. Et effectivement, il y a une censure formidable. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne puisse pas débattre de tout. Encore une fois, c'est valable, on l'a vu avec les islamistes, avec Charlie et autres. On le voit avec le Covid. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas et qu'on censure quoi que ce soit. Et même Twitter et Facebook censurent. Bien sûr, ils censurent. Vous avez vu que les plateformes n'arrêtent pas de censurer. Alors c'est quoi la liberté d'expression ? C'est quoi ? Il faut savoir où elle s'arrête ou pas. Elle s'arrête effectivement à une chose, l'appel à la haine, l'appel au meurtre. Ça, effectivement, on sévit, on sanctionne et on peut sanctionner. Mais pour le reste, Jeannette, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, moi, je suis, et c'est pour ça que je suis souvent présentée comme quelqu'un de pessimiste, parce que je pense que beaucoup, à l'exception de quelques médias, et on les compte sur le doigt d'une main, on a quand même perdu. Alors peut-être que cet attentat va permettre d'être un électrochoc, mais la mouvance, ce qu'on appelle indigéniste, racialiste, je ne sais rien de ce qu'il raconte, de toute façon je ne comprends même pas, intersectionnel, etc., les trucs non mixtes, tout ça m'échappe. Les racisés. Oui, non, mais je ne comprends rien en fait, je suis totalement has-been, donc, mais je me dis, quand je lis la une de certains hebdos, etc., c'est qu'on a perdu une bataille, celle des relais d'opinion. Et moi, je suis quand même très surprise que sur des radios, etc., une maître de conf, mais je ne vais pas la citer parce que je trouve que je n'ai pas envie de citer les gens avec lesquels, en disant que
les gens qui, s'ils ne sont pas noirs ou arabes, ne peuvent pas parler de racisme. Ouais. On ne peut pas être antiraciste si on n'est pas blanc ou quand on n'est pas noir. Je me dis, mais c'est quand même le summum de la bêtise. Il n'empêche que ça, on peut l'entendre partout sans la moindre sanction. On peut ou pas aimer Alice Coffin, elle a droit à une couverture médiatique incroyable. Donc de toute façon, et donc je pense que on a perdu une bataille, c'est une bataille idéologique, pas partagée par celle des Français, la majorité des Français. Je pense que c'est les relais d'opinion. Mais grâce à vous et grâce à nous, on n'a pas perdu la guerre. Inch'Allah. Allez, merci beaucoup. En tout cas, merci Jeannette Bougrabe. Je rappelle votre livre Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen aux éditions du CERF. Merci à vous, André Berkoff. On se retrouve tous demain à midi et vous aurez aussi la culture dans tous ces états. Je rappelle que pour l'émission avec Alexis Cossette, vous pouvez la retrouver sur Dailymotion. Donc voilà, pour ceux qui cherchent. Et puis demain, on aura de nouveau un professeur d'histoire qui va nous parler de la montée de l'islamisme. À demain.